La Banque d'Israël a décidé de laisser son taux d'intérêt inchangé, sans doute pour plusieurs mois. Cela entraîne la colère de Smotrich et ça pose un problème pour tous les prêts à taux variables. Pendant ce temps-là, un PDG d'une start-up israélienne, après 6 mois de Milouim, lève 9 millions de dollars. Il s'appelle Daniel Guggenheim, vous le connaissez, il est docteur en économie et comme chaque semaine, nous allons parler de ce qui a buzzé dans la presse économique. Daniel Guggenheim, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors le taux directeur de la Banque d'Israël reste inchangé et ça a, on va dire, énervé pas mal notre ministre Bezalel Smotrich. Oui, tout à fait. La Banque d'Israël a donc décidé la semaine dernière de ne pas changer son taux. Ce qu'il a dit en plus, et ce qui a provoqué, comme on peut dire, la colère, à mon avis, du ministère des Finances, c'est que, vu les déficits budgétaires dus à la guerre, et le fait que le gouvernement se presse pas assez pour faire les hausses d'impôts et les restrictions qu'il avait demandé de faire, l'austérité, alors, sans doute, il ne pourra pas baisser son taux jusqu'à la moitié de 2025. Alors, d'abord, ça fait un douche froide sur les milieux économiques qui avaient pensé plutôt, même qu'en 2024, il aurait pu peut-être encore baisser. Et donc, évidemment, c'est ça aussi qui a provoqué sa colère. Quelles conséquences concrètes? Très bien, j'allais le dire, voilà. D'abord pour les épargnants, pourquoi? Parce que on parle souvent ici de casse-pied chiclite. C'est ce que les SICAV monétaires en France, un peu les gens quand d'épargne dont on parle souvent, en fait, ce compte courant rémunéré, c'est ce que comme ça je présente aux gens. Il a son attrait et il continuera à avoir son attrait au moins pendant plusieurs mois, parce que les gens se disent, ça veut dire que les taux vont pas baisser. Comme de toute façon nous, on reçoit plus ou moins ce que la Banque d'Israël donne comme taux, donc je suis assuré que pour les 6 prochains mois, c'est ce que je vais recevoir. Et d'ailleurs, ils se sont pas trompés, puisque même déjà avant la déclaration, on a eu maintenant les résultats de tout août. L'ensemble des SICAV, pratiquement, n'a pas bougé. Ce qui a bougé, c'est les casse-pilotes dont les gens ont investi en plus près de 4 milliards de shekels au mois d'août. Parce qu'on est maintenant à 140 milliards de shekels. Je crois 50 milliards en plus depuis le début de l'année. Donc, c'est très important. Et c'est première conséquence de ça par rapport aux épargnants qui ont donc allé encore plus chez les casse-pilotes, chez Cliot. Maintenant, à part ça, et ça, il y a un revers de la médaille, c'est bien sûr les prêts hypothécaires, mashkanta en hébreu, que beaucoup de gens avaient anticipé la baisse de taux. Et donc, même souvent, je connais des conseillers en mashkanta qui avaient dit à leurs clients, ne prenez pas de taux fixe, prenez des taux variables parce que sans doute, il est prévu que la Banque d'Israël va baisser ses taux. C'est vrai qu'il dit ça pour un prêt qui est à long terme et qu'on espère que ça arrivera. Mais quand même, à mon avis, c'est une douche froide par rapport aux des gens qui ont pris ça et ils s'attendaient que maintenant que ça a un petit peu baissé et ils vont voir que ça n'arrive pas encore. Et on ne sait pas vraiment quand ça arrivera aussi et peut-être moins important que ce qu'on avait prévu. Et donc ça, c'est un rapport aussi par rapport à ceux qui ont emprunté. Maintenant, ce que je voudrais dire, la chose suivante, c'est que Smotrich a présenté cette semaine les grandes lignes de son budget. Or, ce que la Banque d'Israël a demandé, cette coupe de 30 milliards de shekels, il a dit que lui, il va aller dans cette direction. Il a d'abord donné son objectif. Il a dit, maintenant, à l'heure actuelle, nous avons 6% de déficit du budget par rapport au PIB. Maintenant, moi, mon objectif, c'est de revenir à 4% malgré la guerre. Et il a dit, d'ailleurs, vous verrez que, on en avait parlé, que le dernier trimestre, on va remarquer que le déficit va baisser. Et donc, il pense qu'il pourra y arriver. Et il a dit, moi, ce que je veux, en gros, bien sûr, c'est le grand ligne du budget. Je préviens tout de suite aux gens parce que je peux penser aussi que ça peut angoisser des choses qu'il a dit. Il a parlé de certaines mesures qui pourront faire peur aux gens. Alors, je veux toujours dire que c'est un rituel annuel, que le ministère des Finances annonce des grosses coupes budgétaires ou des mesures d'austérité et qu'en vérité, une grande partie d'entre eux ne font pas. Alors, en gros, l'idée, et c'est mon avis, c'est une bonne idée, c'est de faire des choses qui sont pas trop douloureuses. Dans le sens, indolore, on dit
en économie. Dans quel sens? On va pas mettre des nouveaux impôts, mais il y a une habitude en Israël qui est que chaque année, tous les impôts, que ce soit les impôts sur le revenu, les différentes tranches, ou un impôt quand vous achetez un appartement, ou quel que soit l'impôt que vous payez, est indexé à l'inflation. C'est-à-dire que on regarde combien était l'inflation de l'année, disons 3%, alors on augmente le revenu imposable de 3%, les tranches de 3%. Votre appartement, à partir duquel vous payez un appartement, vous payez un impôt, 3%, etc. Et là, ce qui veut dire, c'est que exceptionnellement, vu la guerre, rien n'oblige à le faire, c'est une habitude. Je le ferai pas. Et donc, alors les gens disent, oui, mais ça veut dire que dans mon aide, je vais perdre 3%. Vous n'allez pas perdre. Vous allez payer autant d'impôts que ce que vous auriez payé maintenant. Simplement, le fait qu'il y a eu de l'inflation, vous perdrez l'inflation. Mais c'est pas trop dur. C'est pas comme, on va dire, voilà, il y a des gens qui sont pas du tout imposés, ils vont être imposés. Une autre chose dont il a parlé, qui à mon avis est une bonne idée, et ça va sans doute se faire, vous avez des très grandes entreprises en Israël où vous avez des très gros bénéfices qui sont ce qu'on appelle emprisonnés. Ça veut dire qu'ils ne servent à rien. Ils sont ni donnés en investissement, ni en dividendes, ni en rien du tout. Et en France, on appelle ça la taxe des super profits. Il y a de l'argent à tirer là-dedans. Et les impôts ont bien leurs yeux dessus. Et ça, d'abord, c'est pas quelque chose que les populaires vont se lever contre parce qu'il s'agit que une certaine, comme les banques ou je sais pas quoi, des très grandes entreprises très bénéficiaires qui sont souvent des profiteurs de la guerre à qui on demandera d'aider un peu plus. Donc, je pense pas que c'est une mesure que... Ça va pas toucher le grand public. Le grand public, et ça donnera quelques milliards facilement. Ça peut effaroucher le patronat, certaines personnes, et la presse économique qui est à leur oreille, mais point de vue des gens, je pense pas que c'est quelque chose qui mettra les gens dans la rue. Une autre chose qu'il a demandé, qui est plus problématique, à mon avis, qui ne se fera pas, il a dit, voilà, nous, d'un côté, nous donnons aussi des allocations. Et d'habitude, les allocations, qu'elles soient familiales pour les handicapés et autres, ils sont aussi augmentés de l'inflation. Et ça aussi, on voudra ne pas le faire. Alors déjà, il a eu des réactions dans son coin à lui. Par exemple, Bitan, qui est le chef de la commission d'économie, ou bien des partis religieux orthodoxes, en disant, il n'en est pas question. Et ça, à mon avis, c'est pas quelque chose qui se passera parce que la base électorale de ce gouvernement est très social et n'acceptera pas que des gens qui sont, qu'on appelle vraiment les gens qui sont les plus pauvres dans la société aient à pâtir de ça. Même si on sait qu'on entend de guerre et que l'argent est fait, comme il a dit, pour aider les Milouim, etc., ils n'accepteront pas ça. Une dernière chose, à mon avis, qu'il a proposé, qu'il veut faire, et à mon avis, ça aussi, il aura du mal à le faire accepter de cette façon-là. Le gouvernement a fait un accord avec le ministre, avec la Histadrut pour plusieurs années pour augmenter les salaires. Et eux, ils veulent le geler, cet accord. Bien sûr, il y aura un besoin d'accord avec la Histadrut. Vous avez vu que cette semaine, il y a encore des problèmes avec l'éducation. Alors là-bas, c'est encore un autre problème que je veux dire, et ça, ils ont raison à mon avis, la Histadrut, c'est par rapport que le ministère des Finances va enlever la tutorialisation là-bas et va introduire ce qu'on appelle en hébreu Roséichi, ça veut dire des contrats personnels qui seront plus protégés. Ça, c'est ça qui va pas passer. Et ça, c'est qui fait problématique. Mais aussi cette mesure concernant le gel, il est possible que la Histadrut accepte un report. Ça arrive après tu me donneras plus, etc. C'est des négociations, mais ça, à mon avis, c'est pas comme ça que ça se fera. Ok, alors merci pour cet éclairage, toujours très intéressant. Alors maintenant, on a envie d'avoir de bonnes nouvelles, donc on va en profiter avec vous. On va parler maintenant des sociétés et des employés qui sont les plus satisfaits en Israël. Est-ce qu'il y en a d'abord? Oui, d'abord je voudrais dire que j'ai lu, à part ça, une autre recherche qui fait chaque année une recherche internationale pour savoir est-ce que dans chaque pays, le nombre de personnes qui sont contentes de travail, là où ils travaillent. Leur travail. Et ils disent, en Israël, 69%, même moi ça m'a étonné. C'est beaucoup. 69% des salariés sont contents de l'endroit où ils travaillent. Ils disent, c'est très très étonnant, en Afrique et en Moyen-Orient, Israël est bien au-delà, et Israël est la 6e pays à ce niveau-là de satisfaction dans le monde entier. Incroyable. Et ils ont dit un autre chiffre que au Moyen-Orient, 50 et en Afrique, plus de 50% des gens se plaignent de pression quotidienne, alors qu'en Israël seulement 39%. Donc c'est d'abord un satisfecit de voir que, même moi ça m'a étonné, mais c'est des organisations internationales qui font ça, cette recherche. À part ça, chaque année,
L'entreprise s'appelle Coface en Israël, BEDI, qui est une entreprise très sérieuse, qui fait des études et classe les sociétés sur lesquelles justement les gens veulent travailler. C'est très important parce que si quelqu'un veut changer, il veut savoir si les gens sont contents ou pas, il regarde cette société. Alors, il faut d'abord savoir que cette étude concerne 170 grandes sociétés. C'est dans beaucoup de secteurs, c'est évidemment primordialement le high-tech, il y en a 40, la finance 18. Après, il y a aussi dans les différents secteurs, ça c'est le bâtiment et autres, mais un peu moins, etc. Donc, c'est assez étendu, mais avec, bien entendu, un poids sur les technologies et la finance, un peu ce qui représente en vérité l'économie israélienne. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette année? Alors, la société Nvidia Israël, qu'on appelait avant le Mellanox, qui était à la 16e place l'année dernière, est passée à la première place. Les gens sont plus contents. En gros, ça suit le cours de la bourse, quand même. Oui, bien qu'il a des problèmes en ce moment. Oui, c'est vrai qu'ils ont des problèmes, mais quand même, ils ont fait une ascension fulgurante. Il semblerait qu'il y a une corrélation. Oui. Okay. On expliquera ça après. Donc, je pense plus ça marche, plus les gens sont contents. Oui. Ok. Et la deuxième société, c'est Google Israël. Oui, pas mal. Et le troisième, c'est Microsoft, qui était avant le premier qui est passé qu'à la troisième place. Et enfin, Checkpoint. Donc c'est ça, ce qui ressort, c'est on voit là aux technologies, ça vous donne pas. Alors pour, justement, je pense, répondre à votre interrogation, concernant cette cause, de là on peut être satisfait. Ils ont fait là-bas, dans cette même étude, aux gens, maintenant il y a la guerre. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Et alors, 45% des gens ont dit, d'abord ce qui est important pour nous, c'est la flexibilité des horaires. Vu ce qui s'est passé pendant la guerre, je suppose que le conjoint ou l'autre a besoin d'être fois plus à la maison, etc., ou de travailler différemment. Et ça, c'est évident que l'informatique permet ça, puisque beaucoup de gens le font. Et une autre chose qui est intéressante de voir, c'est que la deuxième chose qui est importante au niveau des salariés, c'est la stabilité professionnelle. Et c'est compréhensible parce que pendant le temps de guerre et tout ça, on se dit d'avoir un endroit où on sait que je suis pas viré le lendemain, ça, c'est très très important pour eux. Et donc c'est ce que apportent ces sociétés-là dont on a parlé. Bon, eh bien ça fait du bien d'avoir encore quand même un peu de choses réconfortantes à dire. Franchement, voilà. J'espère que ça vous aura aussi indiqué si vous avez envie de changer de job, vous allez peut-être suivre ces indications. Alors, on continue avec une autre nouvelle. Alors là, on sait, les compagnies aériennes n'ont eu de cesse d'annuler, de reprendre leur vol, puis d'annuler. C'est un peu compliqué pour les passagers qui se sont bien souvent retrouvés bloqués à l'étranger, devant repayer un billet extrêmement cher. Donc, bien heureusement, il y en a qui veillent. Et on va parler maintenant de la compagnie Air Canada qui a été condamnée à dédommager des voyageurs vers Israël pour avoir repoussé leur vol fin avril, alors qu'il n'y avait plus vraiment de raison à ça. Tout à fait. D'ailleurs, pour commencer... Ça fera peut-être jurisprudence, d'ailleurs. Tout à fait. D'abord, on va expliquer pourquoi, mais d'abord, pour commencer par une première, comme vous dites souvent, la compagnie Lufthansa et tout ce qui est à côté d'elle, Bruxelles Airlines et Swiss, etc., on va reprendre très, très rapidement leur vol vers Israël. C'est important de le savoir, puisque souvent, ils desservent des endroits qui sont très, très importants pour les Israéliens, et donc c'est une bonne nouvelle à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'a fait Air Canada? De quoi il s'agit d'abord? Fin avril, elle avait annulé ses vols vers Israël et des gens qui avaient commandé leur avion pour revenir vers Israël de Costa Rica. C'est aussi une destination que l'Israélien aime aller. Et cette personne-là, donc c'est ce couple-là, est arrivé 6 jours plus tard en Israël et la compagnie Air Canada lui a changé 2 fois la façon d'arriver en Israël. Donc, c'était très compliqué et donc ils ont dû payer plus cher, point de vue hôtel, point de vue d'autres choses, etc. Et en plus que leur vol n'a pas été assuré comme il avait été prévu. Normalement, j'avais parlé une fois ici. Il faut savoir que malheureusement, il y a ce qu'on appelle Quachelion, c'est-à-dire les entreprises peuvent dire qu'il y a la guerre. C'est des choses que moi je savais pas. Comme ça arrive après le 7 octobre. Et donc, on doit annuler. Et c'est même cas de force majeure. Là, c'est force majeure, exactement, force majeure. Et donc, dans ce cas-là, il y aurait pas eu de dédommagement, sauf là, si on ça a pris la marche pas. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il a dit le juge? Le juge, ce qu'on appelle, faut le savoir, pour tous nos auditeurs qui ont eu le problème, il y a ce qu'on appelle viot que ta note. Ce sont les petites demandes, les petites en justice, et ça va, on peut arriver jusqu'à 37 000 shekels. Et là, ils ont fait donc une demande de dédommagement sur cette somme-là, maximum qui aurait été maximum. Ils ont eu 33 000. Pourquoi est-ce qu'ils ont réussi à avoir l'argent? Donc, ces passagers qui ont eu leur vol annulé. Voilà. Qu'est-ce que le juge a dit la chose suivante? Pourquoi tu as Air Canada? Ce dont tu t'es passé qui était problématique, c'est mi-avril, quand l'Iran, vous vous rappelez cette fameuse nuit où ils ont envoyé tellement de drones. Mais on est 2 semaines après.
Et la plupart des compagnies avaient repris. C'est après toi qui as annoncé d'ailleurs, toi Air Canada, que tu vas pas revenir en Israël jusqu'en octobre. Donc c'est pas parce que il y a eu quelque chose de sécuritaire. C'est que tu as pris une décision stratégique qui te concerne à toi de abandonner pour plusieurs mois Israël. Et les gens, ça c'est pas quelque chose que les gens t'avaient commenté. C'est pas quelque chose que tu peux dire force majeure. Et donc c'est pour ça que il a été condamné. Donc tous les gens qui seraient dans le même cas, sachez que ça fait la jurisprudence. Alors sachez je pense qu'il y en a beaucoup qui vont pouvoir être récupérés. Et c'est une juridiction très facile que ta note. C'est fait pour ça parce que c'est limité comme dédommagement. Ça vaut le coup de prendre un avocat pour avoir un dédommagement. Ou même on peut aller sans avocat, je crois, pour ce genre de juridiction. Oui, mais enfin bon, en général, je pense aux Olim Pranashim, peut-être que c'est mieux d'avoir un avocat et de bénéficier, de ce dédommagement ou qualita. Ok, alors on va terminer, Daniel, avec encore une bonne nouvelle. Alors là, c'est une belle histoire, comme on les aime, une histoire à l'israélienne. Un PDG d'une start-up appelée Dreamed, qui était en Milwim pendant 6 mois. Donc on imagine, après 6 mois de Milwim, que le retour aux affaires est compliqué. Eh bien, pas pour lui. Il a réussi à son retour à lever des millions de dollars. Franchement, on est très heureux pour lui. On espère que beaucoup de Milumnikim vont être dans la même situation. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement, Daniel ? Et c'est même plus difficile que ça parce que c'est pas seulement lui qui a été en Milwim, mais une grande partie de son, il l'a dit dans l'interview, une grande partie de son personnel ont été aussi beaucoup de mois dans les Milwim depuis la guerre du 7 octobre. Et avant donc le 7 octobre, de quoi a fait d'abord cette société qui a été faite en 2014, qui a 20 personnes? Elle fait le traitement, on dirait de l'intelligence artificielle pour le diabète. Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils ont réussi à faire une plateforme qu'ils ont appelée Ango Médical, qui arrive à analyser tous les renseignements sur quelqu'un médical qui peut concerner le diabète et à donner un diagnostic après. Il a été prouvé que ce diagnostic est meilleur que ce que donneraient même des spécialistes du diabète qui feraient face à vous et vous poseraient des questions, auraient votre dossier médical. Et en plus de ça, ça peut être utilisé par les médecins et ça a été accepté par la FDA aux États-Unis. C'est un algorithme qu'ils ont fait qui a été accepté. Et donc, ils avaient déposé ce projet-là et ils veulent faire, leur but, c'est de faire que ça soit eux le standard après pour pouvoir traiter cette maladie tellement dure et qui a tellement d'effets secondaires. Qui est une des causes de mortelles dans le monde, il faut le savoir. Et donc, il a dit la chose suivante. Moi, je travaille avec les Américains. Les Américains savaient ce qui se passait après 7 octobre. Ils ont dit, nous, on cherche la technologie israélienne. On sait vos problèmes que vous avez. On a confiance en vous. Et c'est pour ça que même lorsqu'il est revenu après 6 mois de Milwim, ils lui ont dit, à l'époque, tu as déjà fait 20 millions de dollars. On te redonne encore 9 millions de dollars. Et donc, c'est formidable, bien sûr. Une très bonne nouvelle pour finir cette émission. Merci, Daniel. On se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir.